Johan, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à Horlogerie francophone pour nous présenter vos bracelets Avec plaisir. et l'entreprise Cibra. Tout à fait. Alors justement, Cibra, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus et sur Cibra et sur vous-même? Alors, Cibra, c'est une société qui a été fondée par mon papa et ma belle-mère en 91 à Besançon. C'est donc fabricants de bracelets de montre en cuir. Et en 93, ils se sont associés avec la famille Marwa en Inde pour faire une joint venture en Inde, une production en Inde. On s'est développé beaucoup en Inde pendant de longues années, un peu au détriment de la France. Et donc à partir de 2016, on s'est dit que ça redevenait prioritaire pour nous de redévelopper la France. Donc on a, pour aussi d'autres raisons, mais on s'est séparé avec la production indienne et pour pouvoir réinvestir en France dans notre atelier de Besançon. Donc on s'est formé à la maroquinerie, voilà, pour avoir aussi des pistes de développement sur d'autres productions que le bracelet. Et aujourd'hui, on est vraiment sur notre mission prioritaire, c'est de redévelopper la production française. Donc là, on travaille avec beaucoup de marques françaises, on va dire presque toutes, et on pousse beaucoup pour aller en Suisse où il y a des grands groupes horlogers. D'où la présence à Besançon, c'est ça? Besançon, c'est vraiment le site historique. Moi, je suis basé à Paris parce que j'ai fait donc une école de commerce à Paris et j'y ai trouvé mon épouse, donc je suis resté à Paris. Je m'occupe d'un autre pôle qu'on produit en Inde, qui est la maroquinerie et le packaging pour la cosmétique et l'horlogerie. Donc c'est vrai que ma base de clients sur ce pôle-là est à Paris, donc c'est pour ça que j'ai un bureau à Paris. Mais c'est vrai que la production de bracelets, c'est Besançon parce que c'est l'arc franco-jurassien de l'horlogerie, le bassin de l'horlogerie française. Donc Cibra avait un client qui produisait en Chine des productions délocalisées de bracelets et qui a donc dit à mon père que si on trouvait une usine en Chine ou ailleurs, dans un pays aux mêmes gammes de prix, qu'on pouvait du coup récupérer ce marché. Donc ils ont cherché un peu partout, ils sont allés en Chine, ils sont allés au Maroc, ils sont allés dans d'autres pays. Et un jour, vraiment par hasard, mon père donc a reçu un catalogue de bracelets d'une société qui était en Inde, qui faisait de la maroquinerie, qui essayait de faire du bracelet. Ils sont allés voir cette usine, il y a eu une très bonne entente entre mon père, Rajiv en Inde, et du coup ils se sont associés et d'une usine qui devait être une cinquantaine au début, on est monté jusqu'à 800 personnes il y a quelques années. Ah Et oui. aujourd'hui, ça a baissé à cause du Covid et aussi des normes sanitaires qui sont imposées en Inde dans les usines, mais voilà, donc c'est devenu une très grosse usine. En France, combien de salariés? Alors en France, on était au maximum, on était jusqu'à 50 et aujourd'hui on est 10. Et le but, c'est vraiment de retourner, pas à 50 à court terme, mais en tout cas de retourner à une vingtaine d'employés à court terme. Donc aujourd'hui, la grosse majeure partie de la production est en Inde. Dans nos productions de bracelets, non, ça reste la France parce que après l'usine indienne a ses clients de bracelets qui sont des grands groupes avec qui elle travaille. D'accord. Mais nous, Oui, c'est ça, parce que justement, vous êtes séparés, enfin, vous êtes en partenariat aujourd'hui. Ça reste notre fournisseur pour les productions, surtout pour le reste de ce qu'on fait, la maroquinerie, le packaging. On fait du bracelet aussi avec eux, mais c'est vrai que notre production bracelet, c'est la France aujourd'hui. C'est plutôt la France d'ailleurs. Ok. Et justement, par rapport à la répartition de la production entre ce qui se fait en France et ce qui se fait en Inde, c'est quoi? C'est du 50-50? C'est un peu... Sur le bracelet, à peu près, oui. D'accord. Après, je crois que vous allez me demander comment on choisit, est-ce qu'on va en Inde ou en France? Ça, c'est plutôt les clients qui choisissent. Et c'est une question de prix et c'est vraiment une question de prix aujourd'hui. Et vos clients justement alors, qui sont-ils? Alors, si on peut, les clients indiens, c'est principalement des groupes, donc c'est des contrats de confidentialité qui vont autour, donc ça on ne peut pas les citer. Après, les clients français, aujourd'hui on travaille avec
je dirais presque toutes les marques françaises. On peut les citer, celles qui sont à côté de chez nous, dans l'horlogerie, plutôt historiques, comme Pékinière, Belin. Je vais essayer de ne pas oublier de gens pour vexer personne, mais voilà, bon, Pékinière, Belin. Et après, on a sur les marques, on va dire les nouvelles marques, ça va de Egide, on est en discussion avec Acrone, on travaille très bien aussi avec des très belles marques comme Trilob, Routine, il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de marques, dans les nouvelles marques, on travaille avec beaucoup de ces marques-là. D'accord, ok. Et je suis désolé pour ceux que j'ai pas cités ou oubliés. Ok. La production maintenant, vos cuirs, oui. Ils viennent d'où? Alors, ils viennent Italie, France, Espagne principalement. C'est vraiment les 3 pays avec lesquels on s'approvisionne en cuir. L'Italie, ils ont plutôt un savoir-faire de cuir embelli. Ça va pas forcément être sur des cuirs très bruts, ça va être un cuir sur lequel, quand on voit des cuirs avec des paillettes ou des façons alligator ou des choses comme ça, c'est plutôt des provenances italiennes. Des cuirs qui sont retravaillés derrière. Ouais, ils ont un très bon savoir-faire pour terminer les cuirs, les faire un peu différents. En France, ça va être des cuirs qui vont être un peu plus bruts, on va dire, mais de très haute qualité. On va avoir le Torillon. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus le droit de l'appeler comme ça, mais qui doit s'appeler Baranil, qui est déposé, qui est un cuir, qui est un très beau cuir qui est utilisé en horlogerie aussi. Donc il y a moins de tanneries en France, elles sont très spécialisées sur quelques types de cuir. Donc c'est des cuirs très beaux cuirs, mais plus traditionnels. Et l'Espagne, ça va être aussi pour les doublures, pour des choses comme ça, et certains cuirs assez classiques comme des veaux, Napa, des choses comme ça. D'accord. Et côté tannage? Et j'allais oublier aussi les cuirs exotiques qui, eux, viennent soit de France, soit d'Italie. Exotique, alors justement, on a quelques... Qu'est-ce qu'on a comme cuir exotique? Alors en cuir exotique de France, qui est donc tannerie française, on a le cuir de saumon qui arrive dans l'horlogerie, qui est un cuir très intéressant à suivre. Après on a le grand classique qui est l'alligator, que je n'ai pas forcément ici sous la main. Ça va être un peu compliqué à voir, mais... Je sais pas si... On va voir de l'alligator, qui est le classique en horlogerie, le grand classique, l'autruche, le serpent, le lézard. D'accord. Vous parlez beaucoup sur votre site d'écologie, de respect, etc. Qu'est-ce que le fait d'avoir des cuirs de serpent, des cuirs d'alligator, etc. Alors l'alligator, dans l'exotique, il y a un débat qui existe aujourd'hui. Il y a des grandes marques qui sont sorties des cuirs exotiques, comme Chanel qui a annoncé qu'il sortait de l'alligator. Oui. Alors déjà, ça veut dire forcément travailler avec des tanneries. Aujourd'hui, les tanneries qui font de l'exotique, il y a des grandes tanneries qui appartiennent aux grands groupes. Donc c'est une sécurité parce que eux, comme c'est un grand groupe, ils ont les audits internes, ils font tout ce qu'il faut pour garantir les provenances. Il y a des tanneries qui sont plus petites, il y a des tanneries en Asie qui font de l'alligator ou d'autres types de crocodiles avec lesquels on ne pourrait jamais travailler parce que sinon, on n'a pas une garantie de la traçabilité. S'il n'y a pas les CITES, s'il n'y a pas tout ce qui va avec. Les CITES, c'est le document en fait, qui suit l'alligator de toutes les espèces qui sont sous la Convention de Washington et donc qui suit de la ferme au client final. Quand vous achetez pour la traçabilité du produit. C'est la traçabilité de l'animal, exactement. Donc ça, aujourd'hui, pour on va dire les fabricants européens de bracelets, c'est même pas une discussion, ils l'ont tous, c'est obligatoire, tout le monde travaille avec ça. C'est la condition pour pouvoir adresser ces produits-là aux principaux groupes et j'imagine même pas qu'aux groupes, c'est en cas de... les douanes peuvent contrôler,
je crois que c'est la Directe qui s'en occupe en France. Donc voilà, il y a, tous ceux qui s'occupent de l'environnement, les agences gouvernementales pour l'environnement peuvent venir vous contrôler par rapport à ça. Mais que vous soyez un magasin, une usine, si vous êtes un particulier, que vous avez plusieurs produits sur vous en alligator, vous passez la douane, ils vous demanderont les documents. D'accord. Et le tannage, alors justement? Alors le tannage, il y a différents types de tannage qui sont utilisés. Le principal en volume on va dire, dans la maroquinerie, dans le bracelet, c'est le tannage chrome, qui, à mon avis, va tendre à disparaître dans les années à venir, car les tanneurs souhaiteraient le remplacer par un tannage synthétique. On a moins de recul. C'est original le tannage synthétique. C'est plus original, on a moins de recul sur l'effet à long terme de ces tannages synthétiques. Vous savez à base de quoi c'est fait? Non, c'est vraiment des molécules qui sont issues de la pétrochimie. Oui, d'accord, ok. C'est pas du minéral? Non, alors du coup le chrome, c'est ce qu'ils appellent le tannage minéral, le tannage au chrome. Simplement le chrome, quand c'est mal retraité, etc., c'est un métal lourd et donc ça reste longtemps dans l'environnement. Je crois que c'est 3% des gens qui sont allergiques au chrome, donc c'est aussi pour ça que ça tend à être remplacé à terme. Et on va dire que la mode aujourd'hui, c'est qu'on entend beaucoup parler, c'est le tannage végétal, qui existe aussi depuis très longtemps, qui est le tannage d'origine. Le chrome l'a remplacé parce qu'il est beaucoup plus rapide. Après, le tannage végétal, il a tendance à consommer un peu plus d'eau, donc parfois ils font des tannages mixtes végétal et synthétique pour consommer moins d'eau et avoir un tannage qui est végétal. Mais c'est vrai que la base, et ça c'est plutôt au niveau des tanneries, c'est plutôt le retraitement des eaux qui en est fait, parce que si une eau elle est retraitée puis réutilisée, au final c'est pas nocif, mais si elle n'est pas retraitée et puis qu'elle n'est pas réutilisée, ça consomme beaucoup d'eau. D'accord. Et justement, là, par rapport à votre production, la proportion du tannage végétal par rapport au tannage au chrome? Alors nous, parce qu'on a un cuir qui est un best-seller en tannage végétal, je pense qu'on est supérieur en tannage végétal, c'est même sûr. Après, je pense que sur le marché, sachant que 90% des cuirs sont tannés au chrome, je pense que sur le marché, quand vous prenez le marché en général, avec les marques entrée de gamme aussi, il y a beaucoup plus de tannage chrome dans les bracelets que de tannage végétal, en général. D'accord. Ok. Au niveau de vos partenariats, donc on a parlé des pots, les boucles, d'où viennent-elles? Alors les boucles, on a tous les fournisseurs presque sont en Asie, parce que c'est vrai que pour avoir une belle finition de boucle, il faut qu'elle soit polie, et pour polir une boucle et qu'elle reste à un coût abordable, c'est forcément fait en Asie, en Chine. On a un fournisseur en Allemagne, mais du coup qui fait des boucles, mais qui a une finition qui est un polissage tonneau, qui est un peu plus brut que le polissage miroir qu'on peut avoir sur ces boucles-là. D'accord. Oui, c'est assez paradoxal de se dire j'achète en Europe, mais finalement la finition est meilleure en Asie. Sur tout ce qui est le polissage, c'est vraiment du temps, donc de la main-d'œuvre. Il n'y aurait même pas de marché pour une boucle en acier comme ça, sur des boucles. Les gens qui font de la boucle or, il y en a en Suisse, etc. Mais en France, aujourd'hui, faire de la boucle acier en France, le prix serait multiplié par 50. C'est beaucoup trop cher. Par rapport toujours sur la partie production, quelle est la part du travail qui est manuel par rapport Enfin, qu'est-ce qui est fait manuellement chez vous et qu'est-ce qui est fait avec les machines pour produire un bracelet? De toutes les étapes de production, presque toutes nécessitent une machine en maroquinerie. Donc la coupe, c'est fait avec une machine, que ce soit une presse ou une machine de découpe numérique. La refente, c'est fait avec une machine, parce que c'est des machines de précision. Refendre le cuir pour l'amincir, le mettre à la bonne épaisseur. Ensuite, il va y avoir le parage qui est pareil, c'est fait avec une machine. C'est des couteaux qui viennent parer pour avoir
aussi de la précision. Après, Pour avoir c'est au niveau de la couture pour que ça soit plus par fin au exemple, niveau de la couture. ici on a 2 épaisseurs de cuir qui viennent se chevaucher pour pas qu'on ait une surépaisseur. On vient parer, on fait 2 biseaux en fait sur le cuir pour pouvoir les assembler sans qu'il y ait de surépaisseur. Donc ça c'est fait avec des machines pour que... Il y a toujours un opérateur derrière qui fait ses réglages, c'est un savoir-faire, mais il faut savoir régler la machine. Et aussi l'utiliser. Voilà, c'est jamais en maroquinerie, on n'a pas de robot, on va dire, très automatique. Et après, on passe au travail, tout ce qui est assemblage, là, c'est fait 100% à la main. Et le collage aussi? Alors, l'encollage, ça dépend de la série, c'est soit au pistolet, mais ça reste de toute façon à la main ou avec un pinceau. Néoprène ou alors, en colle blanche aujourd'hui. Ça a été notre planning de l'année dernière, de trouver, identifier les bonnes colles, parce que c'est vrai que il y a des colles qui tiennent très bien, qui étaient testées historiquement, mais qui sont à base de solvants et qui sont nocifs plutôt pour les ouvriers. Les opérateurs, Et donc du coup là on a trouvé des colles blanches qui enfin donnent les résistances nécessaires pour faire du bracelet. Donc on est passé sur des colles blanches. Alors c'est vrai que le néoprène c'est hyper agressif. Ah oui, faut pas avoir le nez dessus, il faut refermer, il faut pas travailler en permanence avec le pot de néoprène sous le nez. Et donc ça c'est des colles qui tendent à disparaître dans la maroquinerie. Et ensuite sur les étapes d'après on est sur la couture. La couture c'est fait la plupart du temps avec une machine. On a des demandes très ponctuelles pour de la couture vraiment main, couture sellier, mais la plupart du temps c'est fait avec des machines. Et après les perçages, la surcoupe, etc. c'est toujours fait avec des machines pour une question de précision. C'est vrai que dans le bracelet, on a des normes les groupes et les marques ont des besoins de tolérance qui sont vraiment très faibles. Ah oui. Et donc du coup, la précision est très importante dans notre métier aussi, liée, je pense, à la précision de l'horlogerie d'origine. Ça va avec, exact. Et justement, concernant le contrôle qualité, est-ce que, j'imagine qu'à un moment donné, vous contrôlez les bracelets en début, en fin de chaîne, si on peut parler de chaîne. Hein. Alors il y a différents types de contrôles. Il y a le premier, c'est plutôt, on va dire, un contrôle quand on identifie une matière, on va la tester, on va vérifier quel test elle passe au niveau de la tenue aux UV, du frottement, du dégorgement sur les chemises, de la torsion, traction, etc. pour voir comment ça résiste. Il y a des matières comme l'ingrassatin, on y reviendra, qui passent pas tous ces tests, mais le niveau esthétique est tellement joli qu'en fait on va la référencer, la proposer en expliquant les qualités, les défauts. Donc une matière qui passerait tous les tests haut la main. Alors une matière qui passerait tous les tests haut la main, elle serait pas très jolie. C'est du plastique en fait. En fait, plus vous mettez des couches de protection et plus vous perdez l'aspect naturel et plus vous passez les tests. Donc notre balance, c'est vraiment de trouver les produits, le cuir qui va faire un produit qui soit suffisamment résistant mais qui reste joli. Et après, donc, en fonction de la typologie de client, il y a des grands groupes qui vont avoir des demandes où on parle beaucoup de tests et du coup moins d'aspect naturel. Et après, vous avez des marques, c'est plutôt en général les marques qui ne sont pas dans des groupes, plutôt les indépendants, qui vont plutôt rechercher un produit plus joli, plus naturel. Et donc là, forcément, c'est des produits qui passent moins les tests. Et sur les nouvelles matières, justement, donc le cuir, le cuir de saumon, les peaux de fruits, je sais pas si c'est un... Alors tous les simili-cuirs de fruits, donc on a la pomme, la mangue, le maïs, on a beaucoup de choses. Oui, ça c'était du maïs, hein, c'est ça. Celui-là c'est de la cellulose. La cellulose, celui-là il passe assez bien les tests. Le maïs c'est celui-là. Ah, le maïs. Au toucher, le maïs c'est assez proche du cuir, je veux dire. Hein. C'est un simili-cuir, ça ressemble à ce qu'on appelle un PU, un simili-cuir. Parce que quand on dit maïs, c'est-à-dire que par-dessus, il y a quand même une couche...
Ah mais il y a forcément là il y a une couche de finition de couleur donc, qui vient colorer la base qui est en Oui, maïs ok. et en fait c'est un biopolymère de maïs. Oui, c'est ça, il y a quand même du polymère dedans, quoi. Il y Mais a quand même, de maïs. mais de maïs. C'est vraiment des chutes de maïs, c'est pas les épis de maïs. D'accord. Ce qui est important aussi, que ce soit pas prélevé sur des ressources alimentaires, mais que ce soit vraiment de la chute de maïs. Après la récolte, ils récupèrent les pieds de maïs et c'est ça qui est utilisé pour faire cette matière. Et c'est un biopolymère. Ils font leur Mais recette il est, avec. il est mélangé avec autre chose, non? Pour avoir cet aspect, parce que... Non? Non, C'est que du naturel. c'est que du naturel et la teinture. Et Oui, la oui, couche bien de sûr. finition de teinture. Ok. D'accord. Enfin, c'est ce qui est de ce que j'ai pu voir là, c'est ce qui se rapproche le plus du cuir faux. Bah, après, Alors, on en a, parce qu'ici j'ai que celui-là, mais on a le maïs, on a le cactus, la pomme, la mangue, au final le ah, raisin. vous faites aussi ils quand ont, même les fruits aussi. Ben, enfin, on a référencé toutes les matières parce que nous, ça fait partie vraiment de notre priorité, de vraiment voir toutes les nouvelles matières Oui, qui c'est ça, arrivent. oui. À aujourd'hui, très honnêtement, il n'y en a pas qui restent dans le temps et si vous faites vraiment une analyse, émissions et de CO2, etc., tout ce qui va autour, il n'y en a pas qui arrivent à battre le cuir parce que le problème c'est que elles sont toutes beaucoup plus fragiles que le cuir. Donc ça veut dire que si D'accord, vous faut achetez reproduire. un bracelet qui va durer 6 mois et après vous êtes obligé de le changer, si la matière à la base on vous dit qu'elle est meilleure que le cuir, au final elle devient moins Oui, bonne oui. dans son bilan. Donc Ok. il n'y en a pas dans les nouvelles matières vraiment très à la mode, que dans les simili-cuirs de toutes les matières qui existent. Il n'y en a pas qui, dans nos essais en tout cas, sont meilleurs que le cuir. Et quid du poisson du coup? Alors le poisson, par contre, là, c'est différent parce que ça vient pas remplacer un cuir, c'est un cuir. Oui, oui, bien sûr. Ouais. C'est un cuir exotique et en même temps Cuir de saumon. qui du coup est issu de l'agroalimentaire. Donc il récupère les peaux de saumon de l'industrie agroalimentaire. Donc là, pour le coup, c'est un modèle qui est très vertueux, surtout pour un cuir exotique. On reste sur le modèle du cuir de vache qui est récupéré après les abattoirs, versus le crocodile qui est l'alligator qui est élevé pour sa peau. Là, on est vraiment sur un cuir qui a le double bénéfice d'être un déchet de l'industrie agroalimentaire et donner un effet de cuir exotique. Et il résiste bien justement celui-là ou pas? C'est la même. Quels sont ses défauts ou ses Non, bah qualités? après, on a les mêmes. C'est la même problématique qu'on a avec tous les autres cuirs, c'est-à-dire que plus on va le protéger et plus il va passer les tests du bracelet. C'est vrai que les cuirs de bracelet ils sont souvent beaucoup plus protégés qu'un cuir de maroquinerie parce que vous n'avez pas les mêmes contraintes de frottement. On fait beaucoup de bureaux donc on vient frotter, il y a les chemises, il ne faut pas qu'il y ait trop de dégorgement. Donc on a la même contrainte avec ce cuir-là qu'avec tous les autres. Il faut qu'il soit, si vous le voulez très naturel, il sera moins résistant, mais il aura un effet très joli parce qu'il y aura les écailles, etc. Et plus les écailles sont plaquées et plus il est résistant. Et moins on a cet effet saumon naturel. Donc c'est un peu le même débat qu'avec tous les autres cuirs. Après, ils ont quand même une finition qu'on n'a pas ici, qui est 2 tons. Il y a vraiment un 2 tons sur la peau, donc même quand les écailles sont plaquées sur certaines teintes, il reste vraiment très beau, très naturel. D'accord. Et donc ça, c'est une tannerie française, c'est des jeunes entrepreneurs français qui ont fait ça, et c'est un très beau projet. Suivant. On parlait tout à l'heure du cuir ingrassata. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors donc, c'est le cuir, c'est ce cuir-là, c'est le cuir qui a été sélectionné pour vous. Donc c'est un cuir italien. C'est un cuir avec un tannage végétal et il est nourri à l'huile, ce qui fait qu'il va se patiner dans le temps. Il va pas vieillir en s'habillement, plus il va vieillir et plus il va être joli. Donc c'est vraiment un cuir. Il va foncer, comment il va évoluer? Alors ça va dépendre de comment vous le traitez. Il a plutôt tendance à foncer, mais avec le frottement, il y a aussi des zones qui vont peut-être un peu s'éclaircir. Avec les UV, il va foncer. Avec Bon, il va vivre en fait. Il va vivre, et c'est vrai que nous, c'est un cuir qu'on utilise beaucoup. Vraiment, pour moi, c'est un des plus beaux cuirs qu'on a dans les cuirs de veau vachettes. Et il a
vraiment sa spécificité c'est ça, c'est par rapport à tous les autres cuirs qu'on a, c'est un cuir qui plus vous le portez et plus il va être joli. Et j'avais un atto rouge, je raconte souvent ça, j'ai un atto rouge qui était sur une montre, qui était fait dans ce cuir là. Il a commencé, il était vraiment rouge, rouge vif, et aujourd'hui il est bordeaux sombre, mais avec une palette de couleurs dedans qui est assez impressionnante. Et c'est vrai que c'est un... c'est dommage de ne pas l'avoir apporté. Hein. Et il va pas sur cette montre, mais c'est vrai que c'est un cuir que du coup j'aime beaucoup, parce que mes nattos j'aurais pu le changer très souvent, et je l'ai gardé très 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 longtemps, parce que je trouvais qu'il était de plus en plus beau et j'avais du mal à m'en séparer. Et c'est vrai que c'est vraiment l'effet de ce cuir. Donc tout à l'heure on parlait des tests, c'est un cuir qui passe aucun test. Au niveau des UV il va pas avoir une bonne réaction, au niveau des frottements il va pas passer des tests d'horlogerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va les frottements, ça veut dire qu'il va rayer? Non, ça veut dire que en fait les tests au frottement, c'est un coton que vous venez frotter sur le bracelet, et du coup il y aura une décoloration sur le coton. D'accord, la décoloration, ok. Ça, ça fait partie des tests pour homologuer un cuir. Et du coup, on a des dérogations dans tous les grands groupes, parce que ce cuir-là, ils le trouvent tous magnifique. Donc il y a les gens du marketing et développement qui le veulent tous, puis après il y a ceux plutôt côté qualité qui disent ouais, mais c'est pas tout à fait nos standards. Et on a des dérogations dans tous les groupes parce qu'ils trouvent ce cuir magnifique. Et c'est vrai que c'est la particularité de ce cuir, c'est qu'il est fragile parce qu'il est très naturel. Mais à côté de ça, une fois que... C'est son charme aussi. Hein. Exactement. Une fois qu'on l'a adopté, on peut plus s'en passer. Il est doux. Hein, Il est doux, il est souple d'ailleurs, parce que généralement, moi j'ai l'habitude pour les tannages, le tannage végétal, d'avoir des cuirs beaucoup plus durs. Ben, c'est juste le fait qu'il soit traité à l'huile, ça l'assouplit. Ça l'assouplit, oui. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est vrai que c'est un cuir qui... C'est un bon choix, je crois. Moi, on a eu la discussion avec vos collègues sur quel cuir. Il y a le Torillon qui est un cuir grainé, qui est un peu différent, qui est un beau cuir aussi, cuir français, et l'Ingrasata qui est vraiment un très beau cuir. Combien de temps ça prend entre le moment où vous avez un projet avec un nouveau client et le moment où la production sera terminée? Alors quand il y a le développement matière à prendre en compte, il faut qu'on identifie le fournisseur auprès duquel on peut approvisionner cette matière. Ça peut être un développement de couleur, ça peut être un développement de finition. Donc en général c'est 2 runs de 4 semaines pour avoir les soumissions de matière. Ensuite on fait les échantillons pour le client, ça prend une quinzaine de jours. Et si ça plaît, on peut passer en production. Donc là il faut qu'on approvisionne la matière et qu'on la reteste quand même, parce qu'entre les essais échantillons qu'on reçoit et les essais de production, il faut qu'on vérifie que la matière... et les tests, les fameux tests aussi, les fameux tests justement d'homologation de la matière, et de vérifier qu'entre l'échantillon et la production, la qualité est la même sur la matière. Et après, il y a des développements qui peuvent prendre beaucoup plus de temps. Ça peut être tout ce qui va être lié à des inserts de bracelets, où il faut que le client puisse nous fournir la boîte qui va avec. Donc là, ça peut être beaucoup plus long, et donc c'est des pièces qu'on va faire usiner, qu'on peut faire en essai avec des petits moules d'injection. Et ensuite, voilà, c'est des développements qui sont beaucoup plus complexes. Et là, on parle en fonction comme on attend des pièces du client, parfois ça peut prendre plusieurs mois pour mettre au point le bracelet parfait pour la montre. Et au minimum? Après, au minimum, si c'est des cuirs qu'on a déjà en stock ou qui sont en stock chez les fournisseurs, ça prend entre 10 et 15 jours. Sur un bracelet, voilà, sur les bracelets assez classiques, la plupart de nos développements se font entre 15 jours et 3 semaines. La moyenne, c'est ça. Après, dès que c'est des développements plus spécifiques, avec des recherches de matière, de finition, des recherches dans les formes, ou si on doit développer des outils spécifiques, ça prend plus de temps. Vous faites des commandes un peu spéciales, des choses un peu personnelles, des demandes un peu particulières, peu extravagantes peut-être? Extravagante, je ne sais pas ce qu'on peut appeler extravagant, mais on travaille pour les bijoutiers, du coup, qui, lorsque vous achetez une montre, si vous n'aimez pas le bracelet, vous voulez changer, vous venez avec une ancienne montre et il n'y a pas la disponibilité chez le bijoutier, donc on produit aussi pour les bijoutiers. À l'unité? À l'unité, vraiment, sur mesure. Et donc on a ce service-là en production, on fait vraiment des bracelets. Après,
la palette elle est très large parce qu'on a tous nos cuirs, on peut personnaliser le fil de la couture, donc on choisit sa couleur de cuir, sa matière, le fil de la couture, ça peut être, voilà, tout est personnalisable. Après, souvent dans les demandes sur tout ce qui est les initiales des clients sur les bracelets, c'est des coûts d'outillage que les gens n'acceptent pas, ça devient trop cher pour un bracelet, donc on le fait très peu, mais on peut aussi le faire à la demande du client. D'accord, tout est possible. Tout est possible. On parle. De temps en temps, on voit passer des questions sur ah bah tiens, j'ai acheté un cuir qui est étanche. Alors, il y a... Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, des cuirs étanches? Pour moi, un cuir étanche, du coup, on est déjà plus dans le cuir parce que ça veut dire qu'il y a une telle couche dessus de plastique voilà, qui prendrait pas l'eau, mais à partir du moment où on est sur un bracelet. Donc ce serait éventuellement un cuir, une base cuir sur lequel on aurait recouverte d'autres choses, c'est ça? En fait, dans les groupes, la norme, une des normes qui nous est demandée, c'est que le bracelet, une fois qu'il est plongé dans l'eau pendant 36 heures, on le pèse avant, on le met dans l'eau 36 heures, on le sort. À la sortie, il ne doit pas avoir pris 1 gramme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'eau qui est rentrée dedans. Ça, c'est ce que les grands groupes horlogers appellent étanche. Après, un cuir qui serait vraiment étanche, un bracelet cuir qui serait vraiment étanche, ça veut dire que faudrait pas de trou dedans, faudrait une doublure qui soit de la même matière que le dessus, faudrait pas qu'il y ait des perçages pour les barrettes. C'est à mon sens, tout dépend ce qu'on entend par la définition d'étanche, encore une fois, mais pour moi vraiment étanche, ça n'existe pas, ou sinon ce serait vraiment pas beau. Après, il y a des cuirs qui sont lavables, donc c'est des cuirs qui vont dégorger l'eau plus rapidement. Donc est-ce que quand on parle de cuir étanche, est-ce que les gens parlent de ça, ou est-ce qu'ils parlent de cuir? On a des cuirs, nous, qui sont assez protégés, ou peut-être que voilà, si vous allez dans l'eau avec une fois, ça peut, ou le mouiller un peu, il va sécher, et puis, mais un cuir qui soit vraiment étanche avec lequel vous puissiez aller faire de la natation tous les jours, je ne connais pas. Ingrasata, quand même, vous m'avez dit, ça va, le fait d'avoir cette couche d'huile. Alors l'huile a un effet sur celui-là. Il y a un cuir français qui est utilisé pour les chaussures. Je crois que c'est Paraboots qui fait des chaussures en cuir qui sont étanches. Et en fait, c'est un cuir qui est nourri avec énormément d'huile. Et ce cuir-là, il est très beau, mais pas utilisable dans les marques de mode, etc. Parce que quand il y a de l'huile, quand il y a beaucoup d'huile, elle ressort et ça fait ça fait un petit effet blanc au-dessus du cuir. Et c'est vrai que si vous mettez une montre chez le bijoutier et qu'elle sort avec un bracelet un peu blanc, ils vont penser que c'est de la moisissure, donc ça va pas passer. Mais donc ça, c'est des cuirs qui sont appelés étanches parce qu'ils vont être assez waterproof, mais ils sont plutôt water resistant, on va dire. Vous ne pouvez pas aller vous baigner avec, on aura le même problème. L'Ingrasata, il n'aura pas forcément cette résistance à l'eau. Il y a un peu d'huile dedans pour sa finition, mais pas suffisamment pour qu'il soit qu'il ait cette résistance à l'eau. D'accord, ok. Bon, mais il résistera un peu plus qu'un autre, quand même. C'est surtout même si vous le mouillez, ça va faire partie de son charme et de sa patine, et comme il continue à vivre, plus vous le portez, plus il vit, ça fera partie de son charme. D'accord. En parlant de partenariat, justement, donc horlogerie francophone, donc on est parti sur le cuir Ingrasata. Tout à fait. Donc tannage végétal. Tout à fait. Fabriqué. Alors fabrication à Besançon. En France, formidable. Bon, après, effectivement, il y a tout le process de production qui nécessite quand même de la machine, mais ça reste un cuir super, mais fabriqué en France. Sur le site internet de Cibra Manufacture, il y a la vidéo qui résume un peu la production française, où vous pouvez voir à peu près toutes les étapes, parce que c'est vrai qu'on a quand même raccourci pour que ça fasse un temps maximum, mais on voit à peu près toutes les étapes de production d'un bracelet montre. D'accord. Il me semble avoir vu justement des bracelets qui sont cousus main.
Alors ça doit être assez rare quand même, non? on voit les trois sur le film, on voit normalement les trois, c'est-à-dire qu'on a vraiment la couture main qui est aujourd'hui plutôt le point cellier qui est une demande sur des séries très rares, sur des bracelets à l'unité, ça arrive un peu plus souvent mais ça reste pas la norme. Après on a la couture machine qui est vraiment la couture classique et on a aussi des robots de couture pour par exemple pour faire des bracelets, des nattos, ou voilà, des choses comme ça où il y a des coutures un peu spécifiques, c'est fait c'est un robot de couture. J'ai vu la vidéo, c'est assez impressionnant. Une espèce de gabarit et puis il fait tout seul. Du coup, on a fait la vidéo, on s'est vraiment. Elle n'a pas été accélérée, celle-là. Ah non, non, elle est en. En temps réel. Elle est presque. Il y a plus de chances qu'elle ait été ralentie qu'accélérée. Ah oui. Mais on a volontairement pas mis de main dessus parce que c'était pour montrer justement les trois palettes qui se passent en production. Et du tout manuel au humain avec une machine à pas d'humain, entre guillemets. Mais de toute façon, il y a toujours un humain derrière pour positionner, pour vérifier que tout se passe bien, etc. Donc, très bien. La bijouterie, bon si on en a parlé de la bijouterie. On a parlé des boucles. Des boucles. Vous mettez des œillets aussi parfois sur vos... Alors ça nous arrive sur les productions France très peu. C'est plutôt pour des bracelets un peu plus mode et c'est plutôt sur les productions indiennes où on a eu des demandes avec des œillets en France. Des strass. Récemment. En général, c'est des productions comme ça qui sont très mode et sur des prix plutôt des montres d'entrée de gamme. Et du coup, en France, on a peu de demandes comme ça. Oui, je peux comprendre. En plus, je dis ça et j'en ai une d'aujourd'hui avec ça, c'est assez marrant, mais on coupera ça au montage. En France, c'est vrai qu'on sait très les demandes des bracelets France, c'est en général, plus on va dans la haute gamme, plus c'est classique. Et donc, quand c'est des productions européennes, c'est plutôt tendance à être des demandes assez classiques de bracelets. Les fantaisies, ça va plutôt être les perforations sur les bracelets, ça va plutôt être des choses comme ça. Oui, d'ailleurs, je vois pas. Enfin, si, à part quelques boucles, enfin, pas des boucles, mais des bracelets qui ont des perforations un peu différentes, sinon c'est assez classique finalement ce que vous proposez. Après, dans nos collections, c'est vrai que ça, c'est les collections France, et c'est du classique. Les demandes des clients sur les productions France pour les marques sont très classiques. Effectivement, la fantaisie, à part les perforations, quand on est dans la perforation, on est déjà assez fantaisiste. Ah oui? Le type un peu racing. Exactement, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Quels sont les projets de Sibrin du coup? Alors, redynamiser la production France, ça c'est le projet. Rentrer plutôt sur côté horlogerie suisse sur des volumes plus importants pour retourner on était jusqu'à 50 à Besançon, c'est l'objectif à long terme, mais en tout cas de retourner à une vingtaine de personnes très rapidement en production et puis continuer à se développer derrière en production France. D'accord. Vous envisagez, parce qu'on a parlé beaucoup de cuir, de simili-cuir, intervenir sur d'autres matières, faire des bracelets sur d'autres matières comme le métal, c'est quelque chose qui... Alors non, le métal, métal, rubber, c'est vraiment des productions qui sont particulières, c'est vraiment un autre... ça va être de l'usinage, ça va être de l'injection, donc c'est pas les mêmes machines. Non, alors c'est vraiment pas ni les savoirs. Nous, nos pistes de développement par rapport à notre savoir-faire, c'est la maroquinerie. Mais c'est vrai que tout ce qui est bracelet rubber ou tout ce qui est bracelet en métal, c'est vraiment des productions complètement différentes, des savoir-faire complètement différents. Donc c'est pas nos pistes de développement sur un développement. C'est vrai qu'on irait plutôt sur un métier proche comme la maroquinerie. D'accord. Oui, type liège par exemple. Alors ça après, nous c'est vrai qu'on est fabricant de bracelets, on dit cuir, mais en réalité c'est cuir et matériaux souples. Ça va de la toile, ça peut être en... Non, ça c'est la version toile, c'est la toile ça. Qui est très sympa aussi. Il me semble qu'on l'a sorti, non? Oui, il devrait être par là.
Alors qu'est-ce que ça donne le liège justement dans le temps? Ça résiste comme Logiquement, un on pourrait cuir. dire que ça devrait bien tenir, non? Après, c'est assez fin la matière. C'est pas du liège qui est usiné, c'est vraiment une couche de liège qu'on vient travailler. Donc ça vieillit à peu près comme un cuir. Il n'y a pas de grosse différence sur cette matière par rapport à un cuir. D'accord. Ça reste solide alors quand même. Ça reste solide. D'accord. Dans les matières, surtout le liège, ça fait très longtemps que c'est utilisé. En maroquinerie, sur le bracelet, depuis les années 80, on en voit, alors que les autres matières, c'est vraiment des nouvelles matières. Oui, oui. Et puis c'est beaucoup utilisé en Espagne ou Portugal, le liège, il me semble. Bah, ça vient En du Europe, Portugal normalement, parce que c'est là-bas où où ils récupèrent le liège. Et c'est vrai qu'on voit en maroquinerie, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des marques de maroquinerie ou de petites maroquineries qui utilisent du liège. C'est vraiment une matière qui est utilisée depuis très longtemps. Alors, par contre, j'ai toujours vu effectivement sur des teintes naturelles, parce que ça ne se teint pas ou, Si, on l'a. Je vais sortir celui-là parce que c'est le plus représentatif. Mais on a, voilà, ça, c'est les Ah oui, ça se teintes, teint quand même. Oui, c'est sympa le liège aussi. D'accord. Vous préférez quoi, vous? Entre du liège et du cuir? Non, entre tout ce que. Dans l'ensemble des produits, la gamme de produits que vous présentez. Alors moi j'ai vraiment pas aujourd'hui ça restera le cuir et je pense qu'on va être entre l'Ingrasata et le Torillon. Mais j'attends la nouvelle matière qui pourra remplacer le cuir et qui aura les mêmes caractéristiques et qui sera peut-être plus green que du cuir. Mais aujourd'hui, on reste pour moi, le cuir est encore. Il y a des projets qui existent de matières très intéressantes. Il y a Modern Meadows aux États-Unis qui cultive à base de cellules souches, ils cultivent du cuir. Donc, cultiver du cuir. Oui. Donc, alors, cultiver, d'abord pour moi c'est du végétal et le cuir c'est de l'animal. En fait, c'est la même chose qui est faite pour les. Alors, ils font de la viande qui est cultivée. Aujourd'hui, je crois qu'à Singapour, ils ont sorti le poulet cultivé, c'est la même chose. Okay. Et du coup, c'est de la peau qui, au lieu d'être prélevée d'un animal, est cultivée en laboratoire. C'est un projet qui est au tout début, mais ils ont déjà levé beaucoup d'argent. Oui, c'est un peu comme les cultures pour les peaux, pour traiter les grands brûlés, des choses comme ça. Pour la cosmétique aussi, pour faire ils développent la peau pour la cosmétique, pour faire les essais de cosmétiques. Donc c'est le même principe, la même technologie, sauf que ça appliqué à une industrie. Et ça doit pas être très donné non plus, je pense. Alors aujourd'hui, c'est tellement pas donné ça coûte vraiment trop cher. Donc le projet n'est encore pas abouti, mais de mémoire, les grands groupes français ont investi dedans. Et voilà, c'est un projet qui est. On va voir où ça va aller, mais je pense que c'est dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on suit, ça reste l'un des projets avec le plus de potentiel. Et il y a aussi le mycélium qui est du coup du champignon. Là il y a Hermès qui vient de sortir de son sac avec cette matière là et qui semble être prometteur aussi. Mais aujourd'hui le mycélium il est vraiment réservé pour les très grands noms parce que je pense qu'ils veulent faire de la publicité autour. Donc on ne peut pas avoir la matière. Et du coup voilà, c'est dans les projets qui sortiront d'ici une dizaine d'années qui risquent de changer le marché, c'est ça. Beaucoup plus que les simili-cuirs de pommes, etc. Je pense que plus d'avenir. Il y a plus d'avenir sur ces technologies-là. Après, peut-être que demain, ils arriveront à faire des simili-cuirs de chutes de pommes ou qui auront des caractéristiques plus intéressantes. Aujourd'hui, ils essaient tous plus ou moins d'imiter le cuir, donc ils ont du mal à trouver une identité. Et c'est vrai que par rapport à un cuir, on n'a pas les mêmes caractéristiques, c'est pas la même chose. Donc pour l'instant, je suis toujours sur le cuir, et c'est vraiment pas par corporatisme ou moi qu'on travaille du cuir ou qu'on travaille une autre matière.
tant que c'est beau, tant qu'on arrive à faire des belles choses avec, que ça dure, Et que c'est c'est ce dans le qui respect compte. aussi de l'animal malgré tout, hein, parce que c'est ce qu'on disait. Aujourd'hui le plus gros problème du cuir pour moi il vient de c'est pas normal qu'on ait encore des vidéos dans des abattoirs qui soient pas acceptables, c'est pas normal qu'on ait des vidéos dans des élevages, après c'est pas forcément sur les élevages de vaches mais qu'on ait encore des vidéos dans les élevages qui soient pas acceptables et le vrai problème du cuir il est là. Mm. C'est Juste le traitement. plus le traitement mais qui aujourd'hui dans les Sauf qu'on sait faire justement un traitement plus respectueux de l'environnement. Et vous prenez les tanneries françaises, italiennes, même espagnoles, en Italie, dans la ville où il y a les tanneries, à Santa Croce, vous avez une très grande station d'épuration, tout le monde cotise pour cette station d'épuration, et ils ont un modèle qui est vraiment vertueux. Les tanneries françaises ont les mêmes concepts, c'est eux, sauf qu'eux, ils ont leur propre installation qui doivent du coup leur coûter un peu plus cher parce que c'est chacun à la sienne. Mais c'est vrai que l'industrie du cuir, c'est pas possible de comparer des tanneries du Bangladesh avec des tanneries européennes. Et aujourd'hui, il y a des certifications qui existent sur les cuirs justement pour favoriser les modèles de plus en plus éco-responsables. Les traitements du cuir, ils sont vraiment de plus en plus, j'ai envie de dire, sans problème pour l'environnement. Après, c'est comme toute production aujourd'hui, on n'est pas régénératif, mais en tout cas, on n'endommage pas spécialement la planète en fabriquant des cuirs propres. Très bien. Un peu plus gai quand même. Les tendances de l'été, il y a une mode dans le bracelet. Alors en général, l'été, on se permet d'avoir des bracelets beaucoup plus colorés. Ça, c'est nous, là, c'est pas forcément sur nos collections, elles sont pas forcément. Là, on est plutôt sur l'été d'après. Mais voilà, ça, c'est le type de choses qui se voit un peu plus en été. Un bracelet orange, voilà, des choses comme ça. C'est c'est ce que je voulais mettre sur la mienne là. L'été, on se permet des fantaisies. C'est plutôt ça Et après, le cuir, l'été, il faut faire attention, pas trop se baigner avec, pas trop faire de tennis, pas trop. Voilà. Quand on fait du sport, prendre soin de son bracelet. C'est vrai. Mais justement, si on devait conclure, qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre soin de son bracelet ? Hormis faire moins de sport. Enfin, faire moins de sport. C'est pas un conseil, ça. Non. Attention. Non, faut faire du sport. Mais pas avec son bracelet cuir. C'est vrai que le bracelet, par rapport, on va dire, à une paire de chaussures en cuir qu'on va pas mettre tous les jours, on alterne et qu'on peut aussi cirer pour l'entretenir, on peut pas le faire sur son bracelet parce que si vous mettez du cirage sur un bracelet, vous allez avoir des poignets de chemise qui vont être de la même couleur que votre bracelet, ce qui va pas vous plaire. Donc l'idéal c'est d'alterner quand même les bracelets, de pas forcément porter tous les jours la même montre ou de pouvoir changer le bracelet avec le système Presto ou les NATO. Et quand vous avez évité l'eau avec les bracelets, c'est vrai des fois on reçoit des bracelets, on voit qu'ils ont été portés douche, plus piscine, plus mer, donc voilà, c'est pas très compatible avec les bracelets cuir. Et le gel hydroalcoolique aussi, c'est pas bon du tout sur le cuir. Hein. Non, c'est très bien si vous voulez le décolorer, si vous voulez faire une patine, oui, peut-être. Et non, pour en prendre soin, après, s'il est un peu taché, vous pouvez éventuellement avec un chiffon un peu mouillé, vous pouvez retirer certaines taches, mais c'est vrai que l'idéal c'est quand même d'alterner et de se rappeler que le cuir, on n'est pas sur du bracelet métal, que c'est un peu plus fragile et d'être un peu précautionneux avec nos bracelets. Et c'est un produit qui vit. Et c'est exactement, qui va changer. C'est un produit qui va changer et quand c'est un très beau cuir, et comme l'Ingrasata, vous allez vraiment le voir vieillir. Si vous prenez des bracelets avec des cuirs plutôt asiatiques très couverts, dès qu'ils vont s'abîmer, ils seront abîmés et ça vieillira pas très bien. Ce sera... un bon bracelet, ça dure combien de temps ? Alors nous, on a tendance à dire que c'est 2 ans la durée de vie d'un bracelet cuir, et les gens le changent au bout de 7 ans.
D'accord. Dans les statistiques, c'est un peu ça. Donc souvent, au bout de 7 ans... Donc 2 ans, c'est que si jamais on le met tous les jours, on ne le quitte pas... En le portant tous les jours pendant 2 ans, en 2 ans, vous n'aurez pas il n'aura pas vraiment bougé. Après, c'est pareil, si vous le mettez au mois de juin et que vous passez l'été au mois de septembre, il aura quand même changé, mais avec une utilisation normale, 2 ans. En bracelet cuir, au bout de 2 ans, il sera plus tout à fait le même, mais voilà, des gens le changeront au bout de 7 ans. Parfait. Merci Johan. Merci à vous.